C'était le 13 août 2023, il était 16h10, on était lors du meeting aérien Thunder over Michigan et nous avions le seul MiG-23 privé, avion à géométrie variable comme le F-111, comme le F-14 qui vient du bloc soviétique, eh bien qui se retrouve à perdre de la puissance moteur tout en ayant un réacteur qui pousse encore, à déclarer une urgence, à se rapprocher du terrain et à avoir son équipage qui s'éjecte et qui va amérir les pieds dans l'eau du lac. Heureusement, l'avion va s'écraser quelques centaines de mètres plus loin, juste à côté d'un bâtiment, mais sans faire de victimes au sol. Et très rapidement, dans la presse, ça va, comme on peut dire, partir en cacahuète. Car il se trouve qu'entre le commandant de bord et propriétaire de l'avion, ancien pilote qui a fait la guerre du Golfe, pilote de E6, et la place arrière, ancien pilote de l'armée de l'air, qui était là à bord en tant qu'observateur, mais également qualifié sur type, eh bien on va avoir deux décisions et surtout deux consciences de la situation différentes, avec la place arrière qui a pris la décision de tirer sur le siège éjectable, qui a amené à l'éjection des deux pilotes, qui va aller dans différents podcasts aéronautiques pour défendre sa prise de décision, là où la place avant, on va plutôt aller voir son avocat et lancer des procès. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre ce que l'on sait, et le NTSB, l'équivalent de notre BEA, n'a pas réussi à savoir exactement pourquoi cette perte de puissance a eu lieu, mais c'est très intéressant de voir la séquence des événements qui ont mené la place arrière, un pilote très expérimenté, avec son pilote de ligne, sa qualification hélico, 15 000 heures de vol, 12 heures sur type, un homme de 41 ans qui a fait du 777, du 320, du DC-9, du CL-65, du SAP 340, de l'Embraer 500, 505, du L-39 qui est lieutenant-colonel dans la Air National Guard, qui a 2400 heures de jet, dont 50 missions de guerre, qui a fait du F-16, du T-38, du T-6, décidé de tirer la poignée d'éjection quelques secondes après que le commandant de bord, pilote de ligne, examinateur, multimoteur, monomoteur, 21 296 heures de vol, 250 appontages, 47 missions de combat, 2500 heures dans l'armée, 14 000 heures de commandant de bord, 777, 767, 757, 320, L39, bref, ils ont un peu tout fait, des carrières à l'américaine, qui lui va passer sous l'altitude de décision d'éjection et va continuer d'essayer de ramener l'avion là où tout le monde s'accorde à dire, chez les spécialistes et chez les pilotes d'essai, que ça n'allait pas passer. Alors, tunnelisation, manque de critères décisionnels, affect vis-à-vis de l'avion, qui a pris la bonne décision? Je ne vous apporterai pas une réponse car il n'y a pas vraiment de réponse. Tout dépend de votre gestion des priorités. Et c'est, je pense, ce qu'il y a de plus important dans cette vidéo et dans cet accident, c'est de comprendre que chacun monte dans la machine avec son plan d'action, avec ses priorités. Et ce que l'on peut déjà dire quand on commence à lire le compte-rendu, eh bien, c'est que ces priorités n'étaient pas partagées. Et juste avant d'attaquer, je vais vous présenter notre partenaire du jour, qui n'est autre que NordVPN. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais d'après France Assureur, le plus gros danger pour cette année, pour 2026, c'est le risque des cyberattaques. Et NordVPN, ce n'est pas juste un VPN qui va vous permettre, par exemple, d'accéder à du contenu qui nécessite une certaine géolocalisation. Par exemple, là, je suis en France, dans quelques jours, je serai en Espagne, quelques jours après, je serai en Suisse. On se déplace, nous nous déplaçons. Si je veux continuer à avoir accès à certains films, à certains streamings, à certaines applications, eh bien, passer par NordVPN vous permet de faire croire tout simplement à l'informatique que vous vous téléportez. Et cela, avec votre forfait, sur 10 supports différents, que ce soit tablette ou mobile. Mais revenons-en à la sécurité. Votre activité en ligne grâce à NordVPN va se retrouver chiffrée. Ils ne vont pas garder de log de vos connexions. Et en plus de ces capacités de géotéléportation, si vous voulez, il y a forcément des protections anti-menaces. Alors, il faut savoir qu'avec leur système, par exemple en septembre 2025, ils ont bloqué plus de 54 millions d'arnaques avec protection anti-menace pro. En mai 2025, c'était 74,6 millions. Et en plus, eh bien, il vous offre la possibilité de scanner le dark web de manière à s'assurer que votre data ne soit pas utilisée contre vous. Si vous voulez également bien protéger vos mots de passe, vous avez NordPass qui est prévu dans l'abonnement plus
Et si vous avez un doute, eh bien n'en ayez plus avec le lien juste en dessous. Nous vous offrons 4 mois gratuits sur un abonnement de 2 ans et vous ne risquez absolument rien. Il y a du support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais encore mieux, vous le testez pendant un mois. Si dans un mois ça ne vous plaît pas, eh bien vous annulez. Vous doutez bien qu'ils n'ont pas trop de doutes sur le fait que ça va vous plaire et en ce début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Vous pouvez aller à la salle de sport, ça serait bien d'avoir déjà commencé en 2025. Mais si vous n'avez toujours pas franchi le cap du NordVPN, pourquoi attendre? La bonne résolution pour vous et vos proches, 10 supports différents, SurfSafe. Nous sommes au terrain de Willow Run Airport. On est à côté, nous sommes dans le Michigan, décollage piste 23 pour une manip assez sympa. Le MiG-23 a d'ailleurs volé et va revoler normalement avec du F-35, mais là ça décolle, pleine post-combustion, les flammes à l'arrière. Après décollage, on vient réduire à PC mini. Ensuite derrière, on coupe la post-combustion, les gaz sont plutôt sur l'arrière pour pouvoir se repositionner et faire une passe banane. La place arrière vient mettre les ailes à 45 degrés car maintenant, eh bien, il va falloir accélérer. À ce moment-là, le commandant de bord regarde sa vitesse, se rend compte qu'il est un peu plus lent que prévu et va donc avancer les gaz. En avançant les gaz, il ne se passe rien, il vient donc mettre pleine post-combustion, il ne se passe rien. Du coup, il va remettre les gaz sur l'arrière, remettre sur l'avant et essayer plusieurs fois eh bien, de renclencher les gaz. Ça ne marche pas. Ils voient donc alors qu'ils ont une situation d'urgence, ils décident de mettre le nez vers la piste, de retourner vers la piste. La place arrière ramène les ailes vers 16 degrés, car plus vous êtes lent, plus vous voulez avoir un faible degré au niveau des ailes, plus vous êtes rapide, plus vous les mettez en flèche pour mieux fendre le vent. Le commandant de bord à ce moment-là commence alors non plus à piloter à la vitesse, mais à l'angle d'attaque. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la marine. Votre avion va décrocher à un certain angle d'attaque, un certain AOA, une certaine incidence, et donc du coup il va piloter cette incidence. Et la raison pour laquelle on utilise ça dans la marine, c'est que nos masses varient beaucoup et fonction de la masse, votre incidence reste la même pour le décrochage. Donc on approche à une certaine incidence également pour avoir la crosse au bon endroit. La place arrière va lui proposer de sortir les volets. Le commandant de bord va dire stand-by. Ils sont alors à 190 nœuds et là, la place arrière, qui a plus de recul, ne serait-ce que physiquement, va dire « We need to get out of the jet ». Il faut qu'on sorte. Et là, le commandant de bord va dire non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a déjà eu ce type de panne en 2018. Il était alors avec un pilote d'essai, mais ils étaient à haute altitude et ils avaient dû faire un redémarrage du moteur. Je vous rappelle que l'avion est monomoteur et à l'époque, ils avaient eu un souci au niveau de la FCU, donc une boîte informatique qu'ils ont dû changer. C'est une nouvelle boîte qu'ils ont, ils en ont même acheté 3 et elle a que 13 heures de vol depuis 2018. C'est pas un avion qui vole beaucoup. Le commandant de bord en place avant est en train de faire sa gestion de panne. Il a essayé de passer l'emergency nozzle, de le contrôler, donc de contrôler un petit peu l'arrière du moteur. Ça ne fonctionne pas et là maintenant son option, ce point qui lui reste, eh bien c'est d'aller vers l'emergency control du réacteur. Donc c'est comme ce qu'on avait par exemple sur Super Étendard, le SRE, le secours réacteur, mais en fait c'est un petit système qui va vous permettre de bypasser, d'éviter tous les systèmes informatiques et d'essayer de contrôler directement votre moteur. Comme ça, si vous avez un souci au niveau d'une boîte informatique, pour faire simple, vous avez un contrôle direct. Généralement, ça marche par impulsion, vous mettez une impulsion vers l'avant, ça vous donne 2% de plus ou 4% de plus, une impulsion vers l'arrière, 1 ou 2% de moins, et vous devez donc gérer une inertie au niveau du réacteur qui ne fonctionne plus avec la manette des gaz, mais qui marche avec ce secours moteur. Sauf que là, avant qu'il ait pu commencer à tenter cette procédure de secours, il se retrouve sous voile. Alors il va avoir assez mal, pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la bonne position d'éjection avant l'éjection, puisque l'éjection est initiée par la place arrière, par le Pilot Rated Observer, dans le compte rendu vous verrez PRO, donc un observateur qualifié sur type, et il voit alors son seul MiG-23, un flogger privé, aller s'écraser. Alors il faut savoir que cet avion, il peut faire du Mach 2,35 quand même, qu'il a été créé en 1981 celui-là et qu'il n'avait que 1697 heures de vol. Files, qui est le call sign du propriétaire, en avait acheté 18, en a vendu 10. Et il faut savoir que le siège éjectable n'est pas un siège 0-0 comme vous pouvez avoir sur Rafale, sur F-35, sur F-18. Il vous faut 70 nœuds au sol pour pouvoir vous éjecter, mais en vol. Et le manuel vous dit qu'en vol rectiligne horizontal, en vol il faut 270 nœuds. Si vous êtes entre 500 et 620 nœuds, faites au-dessus de 100 pieds, parce que ça va prendre un peu de temps à ouvrir le parachute. Si vous êtes au-dessus de 620 nœuds, il vous faut 3300 pieds quand même. Mais par contre, ce que ça nous dit surtout, c'est que votre décision d'éjection doit arriver avant votre vario x5. Donc si par exemple vous avez 1000 pieds minutes, ça veut dire qu'il faut s'éjecter
à votre vario x5 à 5000 pieds. C'est comme ça que je le comprends, ça me paraît assez élevé. J'ai peut-être pas tout compris, je vous avoue, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un 0,0. Toujours est-il, les enquêteurs ont essayé de comprendre ce qui se passait au niveau du moteur. Il n'y a pas de spécialiste de ce type de réacteur aux US. C'est un Tumansky R-27 F2 M300. Pour la petite histoire, R-27, c'est aussi un missile soviétique. Et ce qu'ils savent, c'est qu'il poussait toujours à l'impact. Que l'éjection a eu lieu aux alentours des 350 pieds et que d'après le manuel de vol, c'était trop tard pour l'éjection. D'ailleurs, les parachutes ne se sont pas pleinement déployés et on sait qu'au moment où ils passent les arbres, à environ 3-4 mètres du sol, les parachutes ne sont pas encore entièrement déployés. Donc ils ont eu de la chance de finir dans l'eau quand même. Ce qui est sûr, c'est que le compte-rendu parle d'une perte partielle de puissance non déterminable. Et s'il y a une chose à retenir de cet événement, c'est partez en vol, surtout en équipage, quel est l'objectif ? Et quels vont être vos critères décisionnels? Parce que si vous avez un Cirrus, si vous avez un FK9 ou un avion comme nous, ce que l'on a sur Arcachon, vous avez peut-être un parachute à bord. À quel moment on prend la décision de tirer le parachute ou on prend la décision de s'éjecter? Pour ça, il faut être parfaitement aligné. Et là, on a deux pilotes plutôt d'ancienne génération qui n'ont peut-être pas connu la standardisation moderne et les prises de décision modernes. Et ça, de toute façon, ça dépend un petit peu de la formation que vous avez eue et surtout de votre approche de l'aviation. Moi, ce que j'aime bien dire, quand vous avez un siège éjectable, votre objectif numéro 1, c'est de tuer personne au sol. Et donc ça voudrait dire qu'il faut orienter l'avion vers une zone inhabitée avant de tirer la poignée, ce qu'ils n'ont pas fait. Là, ils ont eu de la chance, il faut le dire. Ensuite, en numéro 2, c'est votre survie à vous. Donc il faut pouvoir tirer la poignée au-dessus de l'altitude mini, ce qu'ils n'ont pas fait. Et en numéro 3, essayer de ramener l'avion. Mais ça doit bien être en numéro 3. Et là, ce que l'on voit, c'est que le pilote aux commandes annonce qu'il visait un champ à côté de la piste qu'on entend, mais il ne n'aurait pas permis une éjection en toute sécurité pour lui et pour son collègue. Si peut-être il avait décidé de mettre l'avion, de l'orienter vers l'eau, ça aurait été différent. Donc il y a d'autres options, mais c'est important de bien réfléchir quel est votre objectif, parce que quand les choses arrivent extrêmement vite, c'est pas très clair dans votre esprit, ça va être compliqué. Et si en plus vous travaillez en équipage, ça va être mal coordonné, c'est ce qu'on a vu là. Maintenant, comment est-ce qu'on prend les décisions ? On en revient un petit peu comme dans le cas du 747 qu'on a vu qui est sorti de piste, on explique les critères d'approche stabilisée. Pour pouvoir survivre à une éjection, il faut s'éjecter dans le domaine du siège. Le domaine du siège dépend de votre vitesse, de votre hauteur et surtout de votre vitesse verticale. Dans la plupart des armées, s'il y a 10 000 pieds, 3 000 mètres, vous n'êtes pas en contrôle, vous devez sortir. Pire du pire, 5000 pieds. Pourquoi? Parce que les avions peuvent s'enfoncer et avoir des varios extrêmement forts. Donc on prend ces décisions, 10 000 pieds, je n'ai pas l'avion contrôlé, je sors, ce qui nous permet normalement de survivre. Quand on a vu le crash du Rafale au large de l'Espagne, du Rafale Marine, la décision d'éjection, si elle avait été prise moins d'une seconde plus tard, le pilote ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est vraiment très important d'avoir conscience aussi que c'est très dur d'aller chercher la poignée, surtout quand vous êtes aux commandes. Et donc, d'ailleurs on l'a vu, le commandant de bord ne l'a pas fait. Et donc il va falloir anticiper et vous prendre des critères décisionnels qui vous laissent de la marge, parce que dans la vraie vie, il y a de grandes chances que vous passiez au travers de cette altitude de décision avant de tirer. Donc ça c'est une réflexion intéressante par rapport au parachute de sécurité. Il vous faut, exactement comme au combat, ce qu'on appelle un hard deck, qui est l'altitude à laquelle c'est pas négociable, il faut avoir tiré avec un tout petit peu de gras, et un soft deck. Et le soft deck, ce qu'on utilise en combat aérien, c'est la hauteur en fait à partir de laquelle vous allez interdire des manœuvres trop brutales, donc par exemple des manœuvres vers le bas, parce que vous savez que si vous partez nez vers le bas au soft deck, vous allez vous fumer le hard deck. Et donc c'est une aide à la décision. Exactement comme un avion de ligne vérifie à 1000 pieds qu'il est stable, puis à 500 pieds qu'il est stable pour pouvoir se poser. Vous voyez, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut faire la même chose en fait si vous voulez prendre toutes les chances de vos côtés dans l'utilisation d'un parachute ou d'un siège éjectable. C'est-à-dire avoir des critères décisionnels en ayant conscience qu'il y a de grandes chances que vous traversiez le premier sans vous en rendre compte, et comme ça, au moment où vous en rendez compte, zut, j'ai traversé mon premier, où est le deuxième? Ah, il est maintenant, pouf, vous y allez. Alors que si d'entrée de jeu, vous n'avez qu'un seul critère décisionnel, il y a de grandes chances que vous le traversiez et que derrière, il n'y ait plus de marge. Toujours est-il, ce qu'on en voit dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de synchronisation de ces objectifs-là. Si on vole ensemble, moi, ce que j'aime bien vous dire, c'est que notre objectif, là, si on part en vol, c'est d'avoir la capacité et d'avoir la volonté de faire le même vol dans une semaine. C'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre notre aéronef de manière à
avoir toujours un aéronef, d'avoir toujours nos licences, d'être toujours en vie pour pouvoir répéter ce vol la semaine d'après. Et si c'est pas possible, on a vu les critères, on tue personne au sol, on meurt pas, on ramène la machine. Donc je vous laisse réfléchir sur ces points-là, c'est à chacun de se les approprier, d'y réfléchir, mais là clairement ce que l'on voit c'est que ce n'était pas partagé, et dans des aéronefs où la décision peut venir de l'avant ou de l'arrière car les deux sièges sont couplés, faut avoir conscience, eh bien que tout le monde peut éjecter tout le monde. Et là, ça s'est fait sans orienter l'avion vers une zone non habitée avant, ce qui est, je pense, le point le plus débriefable. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas anticipé cette marge, ce moment où on se met d'accord pour le faire. Maintenant, on peut dire que la place avant a tunnelisé, pas la place arrière, l'un, l'inverse. On ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que sans briefer, sans être parfaitement d'accord, on a deux visions qui se sont opposées. Une qui souhaitait rejoindre le terrain avec une chance de succès qui était très faible pour limiter, à tout cas, des décès au sol et pourquoi pas tenter sa chance vers la piste. L'autre qui a privilégié la sauvegarde, ce qui est plutôt ce qu'on apprenait voilà, il y a encore une vingtaine d'années dans les armées, tu tires la poignée si tu arrives à la décision, qui a sauvé le commandant de bord, qui s'est sauvé lui et qui a permis 0 mort au sol. Donc cette panne se termine avec seulement de la casse matérielle, ce qui est excellent, mais comme on le voit et comme on l'a vu dans la presse derrière, ça va aller travailler pendant des années. Et donc au final, ce petit manque d'alignement avant le vol, ça nous rappelle cette fameuse phrase qu'on aime bien partager dans les journées sécurité ou même pour la préparation des cadres, c'est « Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ?» Je suis sûr qu'ils auraient beaucoup mieux vécu l'après-accident s'ils avaient pris le temps d'un peu mieux se coordonner au briefing en amont. Facile à dire, beaucoup plus dur à faire, et plus vous avez un équipage avec une forte expérience, moins les gens ont tendance à bien se briefer. C'est un biais très connu, très dangereux. Plus le gradient et l'écart d'expérience est fort dans une équipe, souvent, plus la personne la plus expérimentée va bien briefer l'équipier, moins ce gradient est fort, on a tendance à voir des équipages qui se briefent, qui se préparent au final moins bien, pensant que l'expérience peut compenser. Et là, on voit clairement qu'il y avait deux intellectualisations du métier différentes. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on intervienne dans votre entreprise. On a un nouveau workshop sur les facteurs humains, sur l'étude d'accidentologie, essayer de comprendre pourquoi les gens se retrouvent dans des situations assez critiques et quel est le facteur humain derrière et après faire des parallèles avec votre quotidien. À très vite, stay safe.